Alors, bienvenue à cette présentation du groupe conseil ERA qui va porter sur la présentation des systèmes de gestion ERP, Enterprise Resources Planning, qu'on a nommé ERP 101. Donc, c'est vraiment une présentation de base sur qu'est-ce qu'un système ERP, qu'est-ce que peut faire un système ERP pour nous. Avant de débuter, on va démarrer avec une petite mise en situation. En fait, on va parler de M. Joseph Beaulieu, qui est PDG de Solarim, un distributeur de verres solaires. Donc, comme toute entreprise québécoise, canadienne, l'entreprise de M. Joseph Beaulieu, Solarim, a débuté son entreprise avec un point de vente, donc situé à Montréal. Ce point de vente-là va fournir des services à la population locale. On parle d'une dizaine d'employés. Petit magasin local, donc cas typique d'une entreprise québécoise, canadienne qui aurait démarré il y a une douzaine d'années. Donc, à ce moment-là, l'entreprise est encore petite. C'est facile de prendre des décisions, c'est rapide. Donc, on a décidé dans l'entreprise de démarrer une nouvelle ligne de verre solaire, par exemple. Donc, on se base sur une ligne de verre solaire qu'on a déjà en main. Puis, à l'entour de la table, on a les gens de vente, les gens d'achat, la finance. Et à ce moment-là, on décide tout ensemble si on va démarrer une nouvelle ligne de produits. Donc, typiquement, dans l'espace de 2 semaines, 1 mois, on a fait notre analyse et on est prêt à lancer des nouveaux produits. À ce moment-là, ça va vite, c'est rapide. Donc, l'entreprise croît, a une croissance continue. En 2001, on parle de 3 magasins, un centre de distribution, 75 employés. On a des lunettes de prescription maintenant, des verres solaires. On fait de l'importation, de l'assemblage. Donc, vraiment, l'entreprise est démarrée et sur une belle croissance. En 2010, toujours sur le même mouvement de croissance, l'entreprise est rendue à 200 employés, 15 magasins, une usine, 3 centres de distribution. Donc, on parle d'une bonne envergure quand même avec un déploiement au travers de Québec. À ce moment-là, ça devient un petit peu plus complexe. Donc, on va ouvrir une nouvelle ligne de produits. Le vice-président canadien va parler avec ses différents directeurs de territoire qui, eux, vont valider à ce moment-là si le marché est bon pour une nouvelle ligne de produits. Même principe sur des marchés d'exportation, donc que ce soit aux États-Unis, en Europe. Les différents vice-présidents autour de la table vont vraiment discuter avec leurs acolytes pour valider le potentiel du marché. C'est à ce moment-là où on va prendre une décision. Donc, typiquement, le temps que les vice-présidents parlent avec leurs directeurs, qu'on fasse nos analyses, 6 mois, 8 mois après, on a vraiment validé si le marché potentiel est intéressant. Et ensuite, on va vraiment questionner au niveau rentabilité, au niveau capacité à importer ces produits-là ou à fabriquer des produits. Donc, 8 mois, 1 an après, on va vraiment lancer un produit. Donc, à ce moment-là, on sent que l'entreprise est beaucoup moins rapide au niveau des décisions. On rencontre des présidents qui nous disent, écoute, l'entreprise a changé un peu, on ne réagit plus aussi rapidement. La masse salariale a augmenté plus vite que les revenus. Donc, on n'a plus l'impression, on a l'impression en fait de courir toujours en rond, on a l'impression qu'on est pas capable de livrer les commandes à temps. Le taux de roulement du personnel a augmenté, donc les gens semblent insatisfaits et quittent. Tout semble compliqué. On ne communique plus aussi efficacement. Surtout, ce qu'on entend souvent, c'est on manque de rigueur. Donc, en fait, c'est vraiment l'aperçu que le président a sur sa boîte en tant que tel. Et lorsqu'on parle aux employés, ce qu'ils nous disent, c'est écoute, on fait ce qu'on peut, et à un moment donné, il y en a trop. Ça m'amène un petit peu à vous introduire qu'est-ce qu'un système de gestion ERP. En fait, un logiciel de gestion ERP, c'est un logiciel qui va gérer tous les départements et qui va permettre à l'entreprise justement de regagner son efficacité. Donc, c'est d'aider chacun de ces départements-là à avoir une communication beaucoup plus fluide et efficace entre eux. Donc, on parle aussi de logiciel de gestion intégré. C'est la même chose, c'est l'appellation française ou système de gestion intégré pour représenter les Enterprise Resources Planning. Comment ça fonctionne un système ERP? En gros, on démarre tout le temps avec la demande. Donc, la demande sur le marché va être présentée soit sous forme de commande de vente en tant que telle. Donc, c'est la demande que le marché fait face à votre entreprise ou les prévisions de vente. Donc, ce qu'on planifie qui va être la demande pour le futur. Donc, on part de cette demande-là. Et à l'intérieur d'un système, on va avoir un cœur qui s'appelle le requis matériel, le MRP, Material Requirement Planning, qui lui va faire un calcul basé sur les demandes, donc basé sur les demandes de vente court terme et les prévisions long terme, qui va se baser sur différentes configurations, donc que ce soit au niveau des items, un certain minimum qu'on veut garder en inventaire, un maximum d'items qu'on veut commander à chaque commande, les disponibilités qu'on a en inventaire aujourd'hui,
On va avoir un inventaire selon les achats et selon les ventes aussi dans le futur. Et au niveau du fournisseur, le cycle de réapprovisionnement, les min-max, encore une fois, et les multiples. Donc, un exemple, on a un besoin pour 100 unités. On veut en garder 10 en inventaire, ça en fait 110. Mais au niveau du fournisseur, le fournisseur ne peut pas livrer des quantités autres que 50. À ce moment-là, le système va suggérer une quantité de 50. Ça semble assez simple de base. Si on multiplie ça par 1000, 2000, 5000, 30 000 items, ça devient difficile pour une personne de gérer les différentes composantes. Et ce qui devient encore plus difficile, c'est lorsqu'on effectue ce travail-là dans un temps donné. Donc, de valider si aujourd'hui on a l'inventaire en main, c'est une chose, mais en fait, on parle toujours dans les systèmes ERP de disponibilité à une date précise. Donc, je vais pouvoir valider si dans 3 semaines, quel va être mon portrait à ce moment-là au niveau des attentes pour la réception face aux achats, attentes aux ventes, attentes en ce que j'ai en inventaire, et à ce moment-là, il va me donner un portrait de l'inventaire à ce moment-ci. Autre chose, lorsque on roule le requis matériel, celui-ci va nous suggérer des achats. Donc, en théorie, le requis matériel va aller tirer les commandes de vente, faire un calcul et nous donner vraiment une suggestion d'achat en tant que tel, achats qui vont être suivis au niveau de la livraison, réception et en fait expédition vers nos clients en tant que tel. Une autre chose qui est intéressante avec un système ERP, c'est de nous permettre de vraiment valider au niveau de la réception et par rapport à notre contenu pour les ventes. Je m'explique. On a prévu recevoir 3 containers dans un mois. Et on sait pertinemment que présentement, à Vancouver, il y a un délai au lieu de 5 jours qui est à 10 jours d'attente parce qu'il y a une demande plus grande au niveau du port de réception à Vancouver. À ce moment-là, à l'intérieur de mon système, je vais aller ajouter ce temps-là, je vais aller modifier le temps d'attente à Vancouver pour 10 jours. Et lorsque je vais rerouler mon requis matériel, à ce moment-là, lui va me suggérer des dates pour convenir vraiment à cette nouvelle réalité. Donc, j'avais un container qui est supposé rentrer le 20 janvier. Je mets 5 jours supplémentaires, il va rentrer le 25 janvier. Je roule le MRP, il va dire, écoute, sur ton container, il y a 40 commandes à l'intérieur de ce container-là. Et en fait, sur les 40 commandes, il y en a 10 que tu vas être capable de livrer à temps et 30 qui vont être en retard. Et à ce moment-là, 20 jours d'avance, je suis capable d'appeler mes clients et leur dire, écoutez, au lieu de recevoir le 20, je vais recevoir votre commande le 25, mais on est quand même 20 jours d'avance. Donc, lorsqu'on enlève ces contrôles-là ou un système de gestion intégré, à ce moment-là, ce qu'on va avoir comme information, c'est que le container n'arrive pas ce matin et là, je vais appeler mes clients pour leur dire, oups, on a un problème. Donc, vraiment, le cœur d'un système de planification, Resources Planning, c'est vraiment requis matériel MRP. En parallèle, donc oui, la gestion des BO. En parallèle, on a aussi toute la partie gestion des ressources. Donc, au requis de matériel, on faisait l'achat par rapport aux ventes. Si vous êtes manufacturier, distributeur, on peut quand même aussi gérer les ressources à l'intérieur du même système. Donc, en parallèle, oui, j'ai mes achats qui sont faits. À côté, je vais valider si j'ai des capacités pour pouvoir produire ces composantes-là. Donc, je suis manufacturier de meubles et j'ai une commande pour 3000. Est-ce que j'ai la capacité machine, une capacité au niveau des ressources humaines pour pouvoir effectuer le travail? Et ce qui est important de valider quand vous faites l'achat d'un système ERP, c'est ces niveaux-là, donc de planifier ferme, relâcher. Ce que ça fait, en fait, c'est lorsque j'ai ma cédule maître, avec un planifié, je vais être capable de faire des scénarios. Ce que va faire une cédule maître planifiée, c'est qu'elle va aller chercher toutes les commandes de vente, donc toute ma demande, valider ce que j'ai en inventaire, valider mes capacités machines et me donner des scénarios au niveau de ma capacité. Par contre, il ne générera pas des bons de travail immédiatement et il ne générera pas non plus toute la partie achat en tant que telle. Donc, ça me sert juste à faire des scénarios pour voir quel est l'état de mon usine ou mes capacités dans un proche avenir. Lorsque je suis prêt, que mes scénarios conviennent, à ce moment-là, je vais faire un planifié ferme. Normalement, cet environnement-là va être plus précis. On va parler normalement de 2 semaines où là, on va vouloir avoir une vision beaucoup plus fermée et essayer autant que possible de ne pas ajouter des commandes. Mais encore une fois, je parle de 2 semaines, mais ça dépend des secteurs. Dans le domaine de l'alimentation, on parle plus d'heures ou de jours. Dans les domaines de fabrication industrielle, à ce moment-là, on parle plus effectivement de semaines. Donc, je vais avoir planifié ferme et relâcher, c'est vraiment les bons travail qui sont rendus sur le plancher. Donc, c'est la base de la structure d'un système de planification en tant que tel. Donc, si on revient à notre question de base, on était une petite entreprise, on voulait lancer un nouveau produit et on avait certaines informations à aller chercher de différents départements. En fait, ce que va faire le système ERP, c'est de connecter tout ça ensemble. Donc, en théorie, j'ai une nouvelle ligne de lunettes que je veux lancer.
je vais prendre un produit qui est similaire, je vais suivre sa courbe de croissance avec ce produit-là, et je vais faire des scénarios. Je vais me dire, OK, un scénario similaire, optimiste, peut ressembler à ceci, cela. Donc, ça va me donner vraiment un horizon, finalement, de la demande de ce produit-là en tant que tel. Même chose au niveau des coûts. Donc, je vais faire un cost roll-up, c'est-à-dire que je vais prendre mes lunettes. Si je les distribue, à ce moment-là, je vais faire une planification au niveau du coût d'achat, coût de distribution, coût de transport, coût de douane, etc., etc. Et je vais être capable d'avoir un coût précis, une simulation de coût précis en volume pour pouvoir valider quelles sont mes marges en tant que telles. Même principe au niveau de la fabrication. Donc, en gros, le système ERP me permet à une entreprise de 250, 300, 350 employés d'être aussi efficace que j'étais lorsque j'étais une entreprise beaucoup plus petite, de 5, 7, 8, 10, 30, 50 employés. Donc, dans un système de gestion intégré, normalement, c'est différents modules qu'on va retrouver, que ce soit au niveau financier, où on va avoir des comptes à payer, recevoir, comptabilité, des ressources humaines, la production complète, gestion des produits, contrôle de production, prix de revient. Dans certains cas, des configurateurs de produits au niveau de la production pour pouvoir aider à faire la sélection de produits, à créer ses composantes et ses routes de travail. DRP, Demand Requirement Planning, MRP pour le Material Requirement Planning et le MPS pour le Master Production Schedule, qui se trouve être la cédule de production et la cédule d'achat. Donc, les capacités, gestion de la maintenance, de la qualité. Au niveau de la distribution, on va trouver la gestion des inventaires, commande de vente, gestion avancée des prix, l'approvisionnement, la prévision de la demande EDI régulièrement, e-commerce, donc tout ce qui est du commerce en ligne, gestion du transport, gestion des entrepôts. Maintenant, dans la plupart des systèmes intégrés, vous allez retrouver aussi tout ce qui s'appelle gestion de la relation client, c'est-à-dire CRM, que ce soit CRM vente pour gérer les opportunités d'affaires, et aussi CRM service, donc c'est-à-dire gérer les garanties, gérer le service après-vente. Et autres comme les ordonnancements de production ou des systèmes décisionnels. Donc, qui est le groupe ERA? En fait, le groupe ERA existe depuis 2004. On fournit des solutions Microsoft Dynamics Nav, Microsoft Dynamics AX, Oracle J. Edwards, Enterprise One, et on fait aussi du développement d'applications d'affaires sur mesure. Donc, en gros, notre expertise et notre vision, c'est vraiment d'aider les entreprises à être plus efficaces dans leur façon de travailler. Donc, pour nous, un système ERP, c'est vraiment un outil en tant que tel qui va nous permettre de maintenir cette efficacité-là. Donc, la première chose à faire avant de penser à une implantation ERP, c'est vraiment de valider nos processus d'affaires. Et on dit toujours d'essayer d'emmener ces processus d'affaires-là les plus efficaces possibles, tout en les biaisant sur ce qu'on appelle les best practices. Les best practices, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui s'est levé un matin et qui a dit, écoute, c'est de cette façon-là qu'on devrait travailler parce que c'est ça la meilleure façon de faire. En fait, les best practices, ça se trouve à être un ensemble de façons de faire qui a été développé au cours des années et qui permet aux entreprises d'être plus efficaces. Et je vous dirais que la plupart des systèmes ERP, qu'on parle des systèmes comme J. Edwards, SAP, Microsoft ou les autres différents systèmes ERP récents, sont tous basés à peu près sur le même principe là, au niveau du système de planification, système de gestion des différents processus. Donc, l'idée, c'est vraiment de biaiser nos processus d'affaires, valider si ces processus d'affaires-là sont alignés vraiment sur les best practices. Donc, si je reviens à notre présentation, pourquoi acheter un système ERP? Quels sont les bénéfices? Les différentes catégories, c'est important de comprendre avant de vous lancer dans un processus d'achat ou un processus d'implantation, de bien comprendre que dans l'offre des systèmes, en fait, il existe plusieurs niveaux. On va l'expliquer un petit peu plus loin. Les différentes technologies, on est sur un changement technologique important aujourd'hui. Je pense que c'est important de bien comprendre ce virage. CRM, BI, ça représente quoi exactement et comment ça s'intègre à l'intérieur de systèmes de gestion intégrés. Et en final, c'est quoi la meilleure façon finalement pour valider la pertinence et le potentiel d'un système. Parce qu'on parle d'investissements qui sont quand même importants, tant au niveau financier qu'au niveau ressources. Donc, avant de se lancer dans un projet comme ça, il faut s'assurer finalement qu'ils ont un bon retour sur investissement et que notre démarche est vraiment alignée là, sur l'efficacité de l'entreprise en tant que telle. Alors, pourquoi implanter un système ERP? Plusieurs raisons. Donc, la raison principale, c'est on a une compagnie qui est en croissance, on veut se structurer pour aller à une seconde étape, une seconde vitesse, donc celle-là est assez naturelle. On a aussi connu au cours des dernières années le contraire, donc des compagnies qui étaient en décroissance
Et à ce moment-là, les gestionnaires cherchent à optimiser les façons de faire ou à optimiser la profitabilité. Donc, on a connu il y a plusieurs années, 5-6 ans, un dollar canadien qui était très fort sur le dollar américain. Avec le changement qui s'est fait au cours des dernières années, les marges se sont resserrées. Et à ce moment-là, on veut avoir de l'information beaucoup plus précise et gérer beaucoup plus serré là, nos différents coûts, nos différents revenus. Un système ERP va nous aider à faire ça. On désire saisir des opportunités en amont et en aval de la chaîne de provisionnement. Par exemple, une entreprise qui déciderait de travailler avec Walmart, avec Bombardier demain, on parle de just-in-time. Donc, pour s'assurer d'être en mesure d'être en livraison à temps, il faut se structurer d'une façon beaucoup plus précise et le système ERP va nous aider à le faire. Le système en place sont devenus lourds et dispendieux à maintenir. Encore une fois, typiquement, on a développé des systèmes internes au cours des années. On a commencé avec un système financier, on a greffé un système de gestion de relations clients, achats, etc. Et malheureusement, quelques années après, on se retrouve avec 6, 7, 8, 10, 40, 50 systèmes différents, des fichiers Excel, des fichiers Access. Et en fait, l'information est complètement désintégrée. Donc, on va aller en conseil de gestion, puis au niveau des finances, on va avoir un certain chiffre, au niveau des ventes, on a un autre chiffre. Au niveau de la production, on a un autre chiffre. En fait, on passe plus de temps à discuter de la pertinence du chiffre qu'à discuter sur comment on va faire pour être plus efficace, finalement. Donc, c'est d'autres raisons qui font qu'on va aller vers un système intégré. Ou, dans d'autres cas, on a des systèmes en place qui ont été développés avec le temps ou un système qui a été acheté il y a quelques années. Malheureusement, le fournisseur n'existe plus ou le service est limité. À ce moment-là, la compagnie est à risque. Si pour une raison ou pour une autre, le système devait, en bon québécois, cracher ou avoir une certaine problématique, à ce moment-là, ça serait difficile vraiment de soutenir les opérations de l'entreprise. Les bénéfices d'un système ERP, donc structure les opérations, visibilité complète sur les inventaires de A à Z, pas juste les inventaires actuels, mais comme j'expliquais tout à l'heure, inventaires aussi à venir. Diminution des coûts d'opération, donc on évite les ressaisies en double. On a, par exemple, une commande qui va rentrer par fax. On va la retaper à l'intérieur du système plutôt que d'avoir un système EDI qui fait l'entrée directe. Donc, ce n'est qu'un exemple, mais en fait, on peut répliquer cet exemple-là un peu partout, normalement, dans les différents départements. Permet des décisions plus rapides parce qu'effectivement, on a la bonne information au bon moment. Augmente l'efficacité des ressources. Augmente la satisfaction du client. L'idée, c'est de livrer le bon produit dans le bon temps, donc le just-in-time, entre autres. Mais en fait, même si on ne parle pas de just-in-time, le fait de promettre une date et vraiment de livrer à cette date, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par la clientèle. Et augmente aussi l'efficacité administrative, donc gestion des recevables, gestion des budgets, gestion des écarts, etc. etc. Donc, je parlais tout à l'heure des différentes catégories de systèmes ERP. En fait, dans le jargon, on parle souvent de tiers de système. De tiers 1, tiers 2, tiers 3. Tiers 1 étant normalement les systèmes qui vont couvrir les besoins des très grandes entreprises. On va parler à ce moment-là de SAP, des produits comme Oracle, des produits comme J.D. Edwards, PeopleSoft. Donc, c'est des produits qui sont ciblés pour la très grande entreprise, le gouvernement ou la large entreprise privée ou publique. Donc, quand on parle d'un système de tiers 1, tiers 2 ou tiers 3, souvent on va partir avec 80% des fonctionnalités et ensuite on va aller adapter vraiment la partie du 20%. Si on parle d'un système de tiers 1, le gros nuage qui est alentour du carré du 80%, en fait c'est pour expliquer qu'il y a plusieurs options ou configurations possibles. Donc, on va prendre un système de tiers 1, je suis dans le process manufacturing, il y a des fonctions pour ça. Je suis dans le discrete, il y a des fonctions pour ça. Je suis dans la distribution, il y a des fonctions. Je suis dans le retail aussi, au niveau de gestion de vêtements, gestion alimentaire. Donc, il y a des fonctions qui couvrent à peu près chacun des types d'entreprises, chacun des verticaux. À ce moment-là, dans le tiers 1, on va aller faire une configuration. On va aller ouvrir les composantes du système en tant que tel et configurer le système pour pouvoir l'adapter à notre façon de fonctionner. Donc, je vais prendre un système comme SAP, un système comme J.D. Edwards, comme Oracle. À ce moment-là, lorsque je vais avoir à configurer pour un certain vertical, je vais ouvrir une option. Et dans cette option-là, je vais avoir 50 autres options. Et dans les 50 options, je vais prendre une option là-dedans et je vais avoir 50 autres options aussi. Donc, ce qui est plus long à adapter en tant que tel, c'est vraiment de choisir chacune des options-là pour être le plus adapté et efficace possible. À l'intérieur du tiers 2, on va normalement trouver deux grandes branches, c'est-à-dire des tiers 2 qui ont été développés spécifiquement pour un marché. Donc, on va prendre l'industrie de la mode, par exemple, où vous allez avoir des vêtements qui vont avoir grandeur, couleur, style,
Donc, je vais avoir vraiment un vertical, c'est-à-dire un logiciel qui va avoir été développé spécifiquement pour gérer tout ce qui est vêtements. Même principe au niveau de l'alimentaire. Et j'ai aussi d'autres, donc je prends l'autre branche, je vais avoir des systèmes qui sont génériques, le Microsoft Dynamics Nav, Great Plains, différents autres produits, qui, eux, vont avoir un cœur, finalement, qui va pouvoir offrir ces différentes fonctionnalités-là. Et contrairement à un tiers 1, à ce moment-là, je vais aller chercher assez souvent des produits spécifiques qui vont se connecter au-dessus de mon 80%. Donc, par exemple, je prends le cas de Microsoft Dynamics Nav. Pour la gestion des hôtels, Marriott aux États-Unis ont acheté le produit NAV et ont tout développé la partie gestion hôtelière. Donc, demain matin, on pourra rencontrer les gens de Hôtel des Gouverneurs à Montréal. Ils pourraient acheter tout simplement le logiciel de NAV et on pourrait aller asseoir le add-on ou le module complémentaire qui est spécifiquement pour les hôtels en tant que tel. Donc, j'ai un module qui est générique, puis je vais avoir des options ou des modules complémentaires qui vont aller s'asseoir là-dessus. Au niveau du tiers 3, on parle plus de système plus out of the box. Donc, en théorie, je vais acheter un système Hackpack, un système simple comptable. Je vais pouvoir à ce moment-là me connecter directement à l'application et l'utiliser très rapidement. Donc, normalement, on va installer le système dans des envergures de 2, 3, 4, 5, 10 jours. Après ça, on va y aller avec une certaine formation de base. On ne va pas nécessairement adapter le système, on va adapter nos façons de faire à la façon de fonctionner du système. Et à ce moment-là, on va déployer beaucoup plus rapidement. Donc, un petit graphique ici qui explique les différents tiers. C'est pas nécessairement fixe. En fait, il peut y avoir des entreprises là, qui vont avoir un revenu de 15-20 millions de chiffre d'affaires et qui ont une certaine complexité, multi-compagnie, multi-division, peu importe, qui va exiger à ce moment-là des systèmes beaucoup plus profonds, beaucoup plus structurants vers le tiers 1. Mais en gros, typiquement, c'est le genre d'entreprise qu'on va retrouver dans ces différents tiers-là. Donc, l'entreprise de tiers 1, normalement, à peu près 200 millions de chiffre d'affaires, tiers 2 de 10 à 200, et dans le tiers 3, on va parler de 0 à 10 millions de chiffre d'affaires. On va parler dans le tiers 1 de produits qui sont très structurants. Donc, qui vont aider l'entreprise. On parle de 30, 40, 50 personnes dans un département d'achat. Donc, je vais avoir différents systèmes d'achat, que ce soit pour de l'achat de fournitures, de l'achat de matériel roulant. Donc, je vais avoir des processus d'achat différents. Et les systèmes vont m'aider dans ces différents processus-là. À l'intérieur d'un tiers 2, normalement, si dans le tiers 1, j'avais 12 fenêtres pour faire un achat, parce que justement, ce processus-là est adapté à chacune des types d'achats. À l'intérieur d'un tiers 2, typiquement, je vais avoir un système d'achat en tant que tel. Donc, plus d'informations dans les mêmes écrans. Par contre, moins structurant, moins spécifique à chacun des types d'achats en tant que tel. Donc, plus adapté à la PME. Au niveau des tiers 3, à ce moment-là, je vais y aller avec le système qui est déjà bâti à l'intérieur du système. Tiers 1, option à l'infini au niveau des différentes fonctionnalités. Il est rare que la fonctionnalité n'est pas incluse dans le système. Il s'agit de la configurer tout simplement. À l'intérieur d'un tiers 2, on a un système qui est très complet, mais on n'a pas la même profondeur. Là, il va être plus simple à ce niveau-là. Tandis que dans un tiers 3, dans les fonctions, on va avoir des fonctions simples de base qui permettent de gérer la majorité des entreprises de cette envergure-là. Au niveau du tiers 1, on parle de couches multiples. C'est comme si on avait 15 tiers 2 un par-dessus l'autre, finalement. Ou lorsque je vais avoir plusieurs compagnies, je vais pouvoir faire un achat d'une compagnie à l'autre, une planification intercompagnie. Donc, c'est vraiment intégré à l'intérieur d'un bloc qui va me permettre vraiment d'avoir une visibilité sur les opérations et vraiment, pas juste de la visibilité, mais vraiment un contrôle opérationnel interdivision en tant que tel. Tandis que si je vais vers un tiers 2, souvent je vais aller vers une entité ou plusieurs entités, mais des silos multiples. À ce moment-là, une commande de vente va générer une commande d'achat dans la compagnie fournisseur. Je vais avoir des consolidés. Je vais avoir un calcul de consolidés qui va me permettre finalement de soustraire des revenus vers l'autre. Et c'est vraiment 3-4 silos avec une entreprise consolidée au-dessus. Tandis que je fais dans un tiers 3, normalement, c'est pour gérer une entreprise en tant que telle. Lorsqu'on implante un tiers 1, normalement, on fait de la réingénierie. Donc, on va faire la réingénierie complète parce que lorsqu'il est implanté, ça devient plus difficile à ce moment-là de changer les façons de faire. Imaginez qu'on a 12 façons de faire un achat. Si on fait une réingénierie, puis on dit on vient de simplifier tout ça à 3, ben on vient d'en faire un bon paquet pour absolument rien. On vient d'en faire 9 pour rien, finalement. Donc, on va assez souvent aller procéder à une réingénierie complète de l'entreprise, augmenter l'efficacité, la simplicité, puis ensuite, on va aller vers une implantation. Au
Au niveau d'un tiers 2, on parle plus de revue de processus. La différence entre les deux, c'est qu'on ne va pas nécessairement faire la réingénierie de l'entreprise, mais vraiment faire un fit gap, donc valider où est l'entreprise en ce moment et quel serait son fit. Donc, est-ce qu'il serait 100% inclus à l'intérieur d'un système de base, que, comme j'expliquais tout à l'heure, les best practices. Et à ce moment-là, on va implanter une première phase. Et ici, dans une deuxième phase, on va ajuster, mais le système est flexible pour le faire. Encore une fois, on parlait d'une fenêtre, 2 fenêtres maximum pour certaines fonctions, beaucoup plus facile à adapter. Alors qu'un tiers 3, on va y aller directement avec une implantation vanille. Et une implantation de tiers 1, 1 à 5 ans, tiers 2, 3 à 12 mois et 1 à 3 mois pour un tiers 3. Est-ce qu'on doit aller avec une réingénierie des processus ou faire vraiment une implantation? Comme j'expliquais, ça dépend de la grosseur de l'entreprise, mais en théorie, on va vraiment démarrer avec l'implantation en tête et à ce moment-là, faire la réingénierie biaisée sur les best practices fournies par le système en tant que tel. On parlait de technologie, donc le gros changement technologique, il y a 20 ans, on parlait de mainframe, donc on parlait vraiment d'un serveur avec ce qu'on appelait des dumb terminals. C'était finalement que des écrans et toute l'intelligence était à l'intérieur de nos serveurs centrales. Aujourd'hui, on parle plus de client-serveur où je vais avoir à ce moment-là les différentes informations fournies par les différents postes de travail et je vais avoir une concentration là, des données à l'intérieur de mon serveur en tant que tel. Où on s'en va avec le 3 tiers, c'est qu'on va vraiment séparer toute l'intelligence qui est à l'intérieur des bases de données qu'on avait avant à l'intérieur des systèmes. Donc, un système de gestion intégré avait toutes ses fonctions à l'intérieur de la base de données. Toute la programmation était à l'intérieur de la base de données en tant que telle. Aujourd'hui, les différents fournisseurs cherchent à diviser ça en 3 tiers. Je vais avoir des données brutes en tant que telles. Je vais avoir toutes des web services qui vont être entre les deux. Donc, ils vont être gérés par le SOA, Service Oriented Architecture. Donc, vraiment, dans le centre, je vais avoir les différents processus qui vont être appelés, orchestrés ensemble, qui vont aller faire des demandes à l'intérieur de ma base de données. Puis après ça, je vais aller afficher ça sur différents systèmes, que ce soit des desktops, des laptops, ou ça pourrait être aussi des applications mobiles, là, comme des iPod, iPhone, ou peu importe. Là. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre les applications et les exploser en tant que telles. C'est un peu comme si on prenait une application... par exemple, J. Edwards est exposé en 7000 différentes composantes. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment des web services qu'on appelle en tant que tel et qu'on orchestre ensemble. Donc, en fait, je peux prendre les différents blocs Lego et reconstruire ma maison en tant que telle ou reconstruire mon système de gestion ERP vraiment à mes couleurs. Donc, par exemple, je voudrais avoir le meilleur au niveau du CRM, je voudrais avoir le meilleur au niveau du ERP, je voudrais avoir le meilleur au niveau du système de transport. On parlait beaucoup d'intégration il y a 10 ans. Aujourd'hui, avec les web services, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc, on peut intégrer différentes fonctions en différents produits. Au niveau du CRM, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc il y a 2 niveaux de CRM. Donc, la gestion du CRM, c'est Customer Relationship Management pour gérer les relations clients. Que ce soit au niveau des ventes en tant que tel, où on va gérer les différents appels téléphoniques, les emails, les fax, en fait, tous les contacts avec nos clients potentiels et on va suivre ces différents contacts-là. L'idée principale d'un CRM, c'est que je n'ai rien qui tombe entre deux cracks. Donc, on avait planifié faire un appel dans 3 semaines, le CRM va nous aviser, on fait l'appel, on fait un suivi, le client nous dit « Écoute, non, je ne suis pas prêt, ça va aller plus dans 1 mois ». À ce moment-là, on recédule et on n'oublie jamais rien. Donc, ça, c'est la partie principale du CRM. CRM service, on parle plus à ce moment-là de gestion des garanties. Donc, on a vendu des appareils électroniques. Le client me rappelle, j'ai un problème avec mon appareil. À ce moment-là, je vais avoir une base de connaissances qui va être à l'intérieur de mon système en tant que tel, qui va me permettre de m'aider à régler ces différentes problématiques et à faire un suivi sur ces cas échéants. Donc, nombre de retours au fournisseur, nombre d'appareils brisés, etc., etc. Au niveau du Business Intelligence, encore une fois, si on recule de 10 ans, les systèmes ERP étaient des systèmes de gestion principalement pour gérer les opérations. Maintenant, les différents systèmes offrent de plus en plus à intégrer à l'intérieur du système des outils d'analyse de données. Donc, BI pour Business Intelligence, où là, on va aller vraiment avoir des KPI. KPI, Key Performance Indicator, qui nous permet de valider où on en est. Donc, on avait prévu livrer les commandes en 5 jours et en fait, on les livre en 10 jours. À ce moment-là, on va être jaune. On les livre en 50 jours, ils vont être rouges. Donc, à chaque matin, je suis capable de valider. Typiquement, je suis supposé livrer pour 1 million par jour.
Demain matin, je regarde mes KPI, j'ai livré à 600 000, je suis en jaune, j'ai livré à 1,2 million, je suis en vert. Donc, j'ai vraiment des indicateurs. Puis, normalement, ces indicateurs-là sont intégrés au système, c'est-à-dire qu'il y a des notions de drill down. Donc, je vais cliquer à la partie jaune et je vais être capable de voir à ce moment-là qu'est-ce qui compose mon 600 000 et où sont mes écarts en tant que tel. Comment implanter un système? En fait, nous, ce qu'on dit souvent, c'est essayer de partir le plus possible avec un projet simple, puis après ça, aller plus large. En fait, lorsqu'on implante un système de gestion intégré, il y a des super usagers qui vont être dédiés à l'implantation en tant que telle. Donc, souvent, je vais avoir un super usager au niveau des achats, un autre au niveau des ventes, je vais avoir un super usager au niveau des finances, fabrication, qualité. Souvent, les besoins au niveau finance, achats sont beaucoup plus profonds. Donc, les gens aux finances vont nous dire, on va avoir un coût de revient très précis, par exemple. Au niveau du manufacturier, on voudrait avoir un coût par opération, par quart de travail, par employé, par produit, par composante. Et lorsqu'on va parler avec les gens en fabrication, ils vont nous dire, écoute, on va passer plus de temps à scanner qu'à produire. On va diminuer notre efficacité d'une façon incroyable. Donc, on ne va pas aller aussi profond. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ont implanté des systèmes intégrés sur des projets de 6, 8, 10 mois, 1 an. Et on passe 1 an, 2 ans après, on s'aperçoit que finalement, ils utilisent à peu près 25-30% des fonctionnalités du système. Donc, ce qu'on dit, c'est, tant qu'il a utilisé 25-30% du système dans 1 an, pourquoi on n'implante pas justement la partie principale, donc le centre, puis lorsque ce centre-là soit en fonction et efficace, à ce moment-là, on pourra passer vers une phase 2 et aller plus profond. D'autres exemples, c'est au niveau des achats. On veut faire un achat au niveau international. On a un délai de 3 mois de livraison. On aimerait bien avoir une vision sur ce qui s'en vient pour les 3 prochains mois. Or, les ventes ont juste fait une prévision de vente pour les 2 prochaines semaines. Donc, au niveau des achats, on tombe 2 semaines et on a tout configuré finalement nos différentes composantes pour rien. Donc, on fait une première phase et ensuite, on s'en va vers une deuxième phase beaucoup plus profonde. Ça nous permet aussi de diviser le budget. Si on a un budget d'implantation de 300 000 par exemple, on va tomber sur un budget d'implantation de 150 000. On va chercher un retour sur investissement. On maîtrise l'application, ce qui n'est pas une chose banale en soi. Donc, on a une meilleure maîtrise non seulement de comment utiliser, mais comment configurer le système aussi. On dit assez souvent, essayons de limiter l'automatisation, justement pour que les gens fassent pendant quelques mois le travail manuellement pour comprendre comment ça fonctionne. Puis à ce moment-là, quand on automatise, ça devient beaucoup plus facile à ce moment-là de comprendre s'il y a une problématique ou d'où provient cette problématique-là en tant que telle. Après ça, on investit un autre même montant, puis on va beaucoup plus loin dans notre implantation parce qu'on va vraiment chercher l'efficacité. N'oubliez pas que c'est un système intégré, donc si on a un département qui est moins efficace, il va affecter tous les autres départements alentours. Donc, ce qu'on appelle l'approche autoroute, en fait, c'est de justement implanter le plus simple possible. Après ça, développer les sorties. Pourquoi faire ça? En fait, pour limiter le risque. Parce que, veut pas, pendant l'implantation, on est en train de travailler avec vos super usagers qui sont assez souvent les personnels clés de chacun de vos départements. Donc, si on lieu d'un projet de 4-5 mois, on parle d'un projet de 8-9 mois, on handicape l'entreprise pendant tout ce temps-là. Donc, on essaie de limiter le risque en limitant le scope. Donc, limiter la demande sur vos ressources, obtenir un retour sur investissement rapide, bâtir sur des bases solides parce que bien acquises et bien compris, utiliser l'expérience pour pouvoir rebâtir pour les prochaines étapes, limiter la gestion du changement en tant que tel et surtout ne pas surinformatiser. Donc, une implantation d'un système, c'est pas un trip informatique, c'est vraiment pour aider l'entreprise à être plus efficace. Donc, une des premières choses qui devrait être faite avant de lancer un projet comme ça, c'est vraiment de mettre des objectifs d'affaires. On veut fermer le mois plus rapidement, on va être plus efficace au niveau de la prise de commande, on va être plus efficace au niveau de la production et en fait se donner des objectifs SMART, c'est-à-dire simples, mesurables, atteignables, réalistes, pour pouvoir être en mesure de mesurer les résultats de notre implantation. Comment faire pour valider si on est prêt pour un système? 1. 2. Si l'investissement en vaut la peine. Puis 3. Où on en est exactement. Donc, comment choisir le système? On est-tu à cette étape? Comment préparer un business case? Parce qu'encore une fois, on parle d'investissement important. Donc, il faut vraiment valider si on a un cas qui va nous permettre là, de rentabiliser cet investissement-là. Souvent, dans le passé, on a vu l'approche traditionnelle pour sélectionner des systèmes avec des listes de questionnaires. Donc, on va avoir 2000 questions, on va les rencontrer chacun de vos usagers, on va leur demander, OK, demain matin, on change de système, qu'est-ce que tu aimerais que le système fasse? Est-ce que tu aimerais qu'il soit
3 adresses de livraison, etc., etc., etc. Donc, c'est un peu le même principe qu'on s'en allait acheter une voiture demain matin, puis que notre représentant nous disait, écoute, qu'est-ce que tu veux faire avec ta voiture? Est-ce que tu veux qu'il soit 4x4? Oui, je veux qu'il soit 4x4 parce que l'hiver, je fais beaucoup de routes, puis je vais dans le nord du Québec, etc. OK. Est-ce que tu veux qu'il soit économique? Oui. Est-ce que tu veux qu'il soit ci? Est-ce que tu veux que tu sois ça? Puis à la fin, il va me livrer une espèce de bidule comme j'ai à votre droite, qui se trouve être un véhicule 4x4 économique, mais en fait, c'est pas du tout ce que je recherchais, là. En fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est de partir de l'autre côté. Et en fait, que le représentant nous demande tu fais quoi dans la vie, est-ce que tu as une famille, etc. Puis qui nous propose en fait les meilleures combinaisons, la meilleure voiture dans ce contexte-là. C'est encore plus vrai dans le cas d'un système ERP où on ne mesure pas de la tôle qui est beaucoup plus tangible. On parle d'un système ERP de quelque chose de très intangible. Fait qu'en fait, il faut vraiment bien connaître votre entreprise, mesurer ce que vous faites, surtout mesurer qu'est-ce qui est différent, parce qu'il y a toujours le 80-20. Donc, lorsqu'on implante un système, 80% des fonctionnalités vont être implantées avec 20% du budget, et c'est souvent le 20% qui fait exploser les budgets en tant que tel. Donc, si on était capable de découvrir avant de partir qu'est-ce qui est spécifique à votre entreprise, on aurait un gain et on ne serait pas en plein milieu de l'implantation pour faire « Oups, on n'avait pas vu cette partie-là ». Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment bien comprendre l'entreprise. Comment on fait ça? En fait, on ne parle pas de système informatique, mais on parle vraiment de système de gestion d'entreprise. Donc, première chose, c'est de comprendre le flux, le modèle d'affaires. Donc, pour faire ça, c'est qu'on va faire de la cartographie. Donc, c'est très intensif. On va passer de 3 à 5 jours chez vous. On va s'asseoir avec les gens des ventes. On va vous dire, expliquez-nous comment ça fonctionne aux ventes. Donc, on a des ventes qui rentrent par l'EDI. On a des ventes qui rentrent par fax. On a des ventes qui rentrent par différents contacts. Donc, on va documenter cette partie-là. À côté de la documentation du processus d'affaires, on va aussi documenter quels outils sont utilisés. Donc, aujourd'hui, on a peut-être de l'EDI, peut-être pas. Peut-être que la commande rentre par fax. On la rentre dans un fichier Excel, c'est envoyé à quelqu'un d'autre qui, lui, va le rentrer dans le système de gestion, qui, lui, va après ça être travaillé dans un autre fichier. Donc, on veut comprendre vraiment comment tout ça fonctionne. Si, effectivement, il y a plusieurs entrées de données, mais c'est de la perte de temps, c'est de la perte de temps à non-valeur ajoutée. Et c'est cette perte de temps-là, non-valeur ajoutée, qu'on va mesurer pour pouvoir valider le potentiel de retour sur investissement. À côté de tout ça, lorsqu'on fait, mettons, la partie achat ou vente, peu importe, on va aussi identifier, après avoir fait de la cartographie, identifier les systèmes utilisés, un wish list. Donc, on va dire, écoute, demain matin, je mets un chapeau de magicien, puis je vous donne 3 vœux. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Ça nous permet à ce moment-là de mesurer quels sont les besoins à court terme. Donc, si on mesure, si une personne aux ventes nous dit, écoute, moi, demain matin, j'ai vraiment besoin de valider quelles sont les opportunités qui closent, je veux valider quels sont l'ordre de travail de chacun des représentants, je veux valider le nombre de retours qu'on a sur certains produits, etc. Donc, c'est le type de besoin qu'on va avoir par ce wish-là et ça va nous permettre d'aligner finalement où on veut s'en aller avec le système en tant que tel pour chacun des départements. Identifier 80-20, on se dit tout le temps, écoute, on est, dans certains cas, on est unique, dans d'autres cas, on dit, ben, on est pareil comme tout le monde. Et en fait, c'est vraiment cette spécificité-là qu'il faut trouver. Donc, lorsqu'on fait l'analyse, on va vraiment questionner vos façons de faire et voir s'il n'y a pas des choses qui sont spécifiques, qui fait en fait que vous êtes peut-être plus compétitif sur le marché parce que votre façon de faire est différente, ou qui peut aussi être traitée. Donc, à ce moment-là, on va avoir 2 personnes, une personne qui est spécialiste au niveau ERP et une personne qui est spécialiste au niveau affaires. Et dans le modèle, dans le domaine spécifique. Donc, je vais avoir un spécialiste, si je dis dans le domaine du meuble, qui va être spécialiste dans son domaine, et un spécialiste ERP. Et à ce moment-là, on va challenger les processus d'affaires, et après ça, on va valider comment ces processus d'affaires-là peuvent s'asseoir à l'intérieur du système. Donc, chez nous, on a une façon de faire qui est différente. Notre spécialiste affaires va nous dire oui, mais ce que j'ai vu ailleurs, c'était comme ça, comme ça, comme ça, c'était quelque chose qui pouvait fonctionner. On valide avec vous en équipe, donc c'est vraiment un travail d'équipe, et on valide si ça peut être potentiellement utilisé chez vous. On dit oui en partie, mais non, il y a une certaine partie qui est spécifique. À ce moment-là, on va le documenter. Et quand vous allez faire votre achat de système, c'est important de valider toute la partie qui est standard, mais surtout tout ce qui est spécifique à vous. Donc, déterminer sur un ERP nécessaire et évaluer le potentiel de retour sur investissement. Ça vous donne un peu un exemple de cartographie. Comme je disais, 3 à 5 jours. C'est fait sur des papiers qu'on va mettre sur le mur en tant que tel pour que tout le monde ait une vision sur ce qu'on est en train de faire. Encore une fois, c'est un travail d'équipe. Donc, on va documenter les processus avec votre équipe de vente, 4-5 personnes, voir comment ça fonctionne, avoir une discussion. On passe 3-4 heures là-dessus. Après ça, on va passer la partie production, achat,
inventaire, finances, etc. Et à ce moment-là, en documentant le tout sur le mur, ça optimise les conversations, les discussions. Qu'est-ce qu'on livre par rapport à ça? Constat de l'écart entre les processus actuels et les best practices, cartographie des processus actuels, cartographie des systèmes en place, proposition des modules requis si jamais vous avez besoin d'un système en tant que tel. Dans certains cas, on a fait l'analyse et lorsqu'on a terminé notre analyse, on a dit, écoutez, vous n'avez pas besoin de système chez vous, tout est fonctionnel, il manque peut-être certains points comme un outil d'acquisition de données, des outils de collabore, peu importe, mais au niveau de votre système d'entreprise, ça fonctionne bien. Donc, c'est arrivé dans certains cas. Personnellement, j'ai fait à peu près 25-30 de ces analyses-là au cours des 3 dernières années. Et sur 25-30, je peux dire qu'au moins 10 de ces cas-là, il y avait déjà quelque chose en place, qui avait besoin peut-être un petit peu de raffinement, mais qui était quand même encore fonctionnel. Donc, c'est important d'être en mesure de valider ça aussi et d'optimiser ce qu'on a. Donc, identification des spécificités. Évaluation au niveau du potentiel de retour sur investissement. Ça aussi, ça peut être surprenant. On a vu des projets là, qui peuvent être d'un demi-million, mais qui avaient un retour sur investissement de 6 mois. Là. Donc, ça peut être surprenant le potentiel. On a vu des projets aussi de moins grande envergure, de 150, 200 000, qui aussi avaient un retour sur investissement très rapide. On va aussi lister la liste des enjeux, des problématiques, identifier les enjeux potentiels qui vont être réglés par un système, et on va faire la liste complète des besoins exprimés. Normalement, lors de la dernière journée de cette analyse-là, si on parle d'une analyse de 3 à 5 jours, on va demander à tous les intervenants d'être là pour la dernière demi-journée et aux gestionnaires de l'entreprise. Donc, ça permet de limiter la résistance au changement, étant donné qu'on a été chercher les besoins de chacun des départements lorsque vous allez de l'avant vers un nouveau projet. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'intégrer les différents départements. Et le fait d'impliquer la gestion de l'entreprise, la direction de l'entreprise, va aussi permettre là, de faciliter et d'avancer votre projet en tant que tel. Les bénéfices, c'est une question d'arbres et de forêt. Donc, avec les années, on a un département qui nous a demandé un besoin spécifique au niveau de gestion des ventes. On a implanté un CRM qui est malheureusement pas connecté. Là, on a eu quelque chose au niveau de la qualité. On a implanté d'autres choses. Après 10 ans, on se retrouve avec 10, 15, 30 différents systèmes. Donc, c'est important à un moment donné de prendre une photo de tout ça, reculer, voir vraiment la forêt au complet et voir comment on peut rebâtir tout ça pour pouvoir être prêt à attaquer la prochaine décennie en tant que telle. On veut aussi valider si vraiment il y a un potentiel chez nous, justifier s'il y a un retour, impliquer la direction, comme je l'expliquais, simplifier l'implantation potentielle et aligner l'entreprise sur les meilleures pratiques. Le petit graphique en bas, c'est une analyse qui a été faite par un chercheur externe sur justement les implantations qui ont été faites dans le passé. Et le graphique, en fait, explique qu'au niveau du succès, la personne qui a fait l'analyse s'attendait à une courbe un peu ordinaire où on part bas, où on dirait, bon, plusieurs ou quelques implantations ont été des très grands succès. La plupart sont moyens et il y en a quelques-uns qui ont été moins bonnes. Or, ce n'est pas le type de statistique qui a recueilli du tout. C'était soit le projet fonctionne, soit le projet ne fonctionne pas, comme vous pouvez le voir. Et ce qui fait que le projet fonctionne, c'est une analyse qui dure plusieurs pages et en fait, il y a aussi une vidéo là-dessus qui dure à peu près 1 heure. Mais en gros, ce que ça explique, c'est lorsque c'est un projet d'entreprise, les chances de succès sont beaucoup, beaucoup plus grandes. Parce qu'effectivement, on implique chacun des départements et chacun des départements va avoir à travailler ensemble, on brise les silos. Lorsque c'est un projet informatique où on va aller vraiment changer le système pour un autre système, on change les logos, sans avoir l'implication de la direction et sans avoir l'implication des ressources, les 3/4 du temps, le projet ne sera pas une réussite parce qu'on n'a pas une bonne implication et on n'aura pas été de l'avant avec l'outil en tant que tel. Donc, quelques exemples de retour sur investissement. On demande souvent, ça peut ressembler à quoi? L'archivage des commandes de vente. Donc, aujourd'hui, je reçois ça par fax. Je le photocopie, je mets ça dans un classeur, ça me prend 2 heures par jour. La gestion des BO, le client n'est pas content, oui, mais aussi toutes les BO que je dois traiter, donc des recherches pour savoir où est rendu le produit. Mon exemple de mon container qui est à Vancouver, à ce moment-là, je veux valider à quel moment il va arriver. J'ai 2-3 départements à appeler, donc c'est beaucoup d'énergie sur différents intervenants. Si l'information serait dans le système, on gagne ce temps-là immédiatement et c'est du temps qu'on peut utiliser à être beaucoup plus actif. Inventaire trop élevé, on le voit souvent. C'est pas le 1 million d'inventaire, ce n'est pas nécessairement un retour. Par contre, il y a un coût à gérer de l'inventaire en tant que tel. Donc, ce n'est pas 1 million brut, mais en fait, il faut calculer le coût de gestion de cet inventaire-là. Qualité des produits, si on parle de 8 retours par mois, donc la satisfaction du client plus le temps que ça prend. Département des achats qui est trop occupé.
On parle de combien d'heures par mois, alors que si j'avais un système qui permettrait de faire ce calcul-là, comme je l'expliquais tout à l'heure, peut-être 10 000 produits avec différentes variantes, c'est sûr que c'est long de faire le calcul d'achat en tant que tel. Des états financiers disponibles plus rapidement, des réunions trop fréquentes, etc. Donc, en gros, la morale de cette histoire, ce qu'on dit, c'est essayons de déployer avec une meilleure planification. Donc, on le voyait à droite, planifier vraiment notre projet avant de déployer en tant que tel. Déployer sans planifier, ça se fait. Ça ressemble un petit peu à ce que vous voyez à gauche. En plein milieu de l'implantation, on a des surprises. On fait « Oups, on a oublié ci, on a oublié ça ». Ou si on fait une certaine planification plus limitée, à ce moment-là, c'est certain qu'on a une certaine composante. Encore une fois, ce qu'on voit ici, c'est plus humoristique et c'est du tangible. Mais dans le cas de système ERP, ça peut arriver ou ça fait encore beaucoup plus mal que ce qu'on peut voir à l'écran. Donc, en gros, ça complète notre présentation d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis disponible pour vos différentes questions. Comme je l'expliquais, vous pouvez utiliser à votre droite sur la session GoToMeeting. Vous avez vraiment une liste de questions en tant que telle où je peux vous y répondre. Donc, on a deux questions. Première question, est-ce qu'on peut conserver une copie de la présentation ou l'imprimer pour prendre des notes? En fait, cette présentation-là va être disponible sur notre site web d'ici 2 semaines. On pourra vous faire parvenir à ce moment-là une information à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui sur comment aller chercher la présentation en tant que telle. Ou si vous êtes fait partie ou membre de notre groupe LinkedIn, le lien va aussi être affiché là, sur ce groupe-là en tant que tel. Êtes-vous en position de travailler avec les différents organismes gouvernementaux qui offrent subventions pour les compagnies pour moderniser leur système? Oui, absolument. Dans le cas d'entreprises manufacturières, il y a entre autres le MDEIE qui, encore une fois, pour valider les enveloppes, c'est par région, là, mais qui avait un programme pour aider les entreprises à optimiser leur façon de faire. Et cette approche-là rentre directement là, dans cette subvention-là, cette aide-là du MDEIE. Il y a aussi toute la partie formation en tant que telle qui peut être utilisée là, ou qui peut être subventionnée. Ça fait le tour des questions. Si jamais vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Vous pouvez nous joindre soit par courriel ou directement sur notre site au groupe ERA, www.groupe en anglais-era.com. Sinon, vous pouvez nous joindre directement à bgagnon, à commercial groupe-era, groupe en anglais-era.com. Merci beaucoup pour vous être présenté aujourd'hui. Je sais qu'il faisait beau, un beau vendredi après-midi. Alors, merci à tout le monde de votre présence, puis à bientôt.